Comme le temps passe vite. Oui, il y a tant de scandales au Brésil que cela paraît banal, comme l'affaire Daniel Vorcaro. Tout porte à croire que c'est le plus grand scandale financier de l'histoire de la République. Oui, je sais que la question est simple, j'imagine que la réponse est complexe, je ne sais pas. Pourquoi le monde de Daniel Vorcaro est-il apparu? Pourquoi y a-t-il eu un scandale d'une telle ampleur? Merci d'avoir accepté l'invitation. Les scandales de corruption, quand on voit que dernièrement, ils dépassent les 30, 40 milliards, n'est-ce pas? Oui. Cela favorise l'émergence de figures comme Daniel Vorcaro. On constate, et il reste sûrement des choses à découvrir, qu'il a réussi à coopter tout le monde dans ce grand montage qu'il a mis en place. Comment cela a-t-il été possible en si peu de temps? Certains disent, corrige-moi si je me trompe, qu'il y a eu Banco Matrix avant lui, non? Je ne sais plus. Si c'était en 2019 qu'il est arrivé à São Paulo. Car déjà à Minas, sa famille avait monté une arnaque avec cet hôtel censé ouvrir en 2014. Et ils attendent toujours l'inauguration. Oui, comment a-t-il été possible alors en si peu de temps, dans un laps de temps aussi court, qu'une personne, un aventurier, arrive, c'est un escroc, un arnaqueur, ce n'est pas un banquier, et il parvient à conquérir, pour reprendre l'expression classique des semi-américains des années 70, à propos d'une autre question, les cœurs et les esprits de la Faria Lima. Comment ce processus a-t-il été aussi rapide? J'adopte une perspective très critique, surtout sociologique. Il est fréquent de critiquer la Faria Lima. Nous avons bâti une société et le capitalisme financier. Avec la révolution néolibérale qui a dominé tous les systèmes capitalistes, nous avons malheureusement adopté le manuel néolibéral avec le plus d'enthousiasme. Et cette figure dont on parle, la Faria Lima, est le cœur du système financier, du capitalisme financier au Brésil. Je critique toujours le fait que, depuis que nous avons cet objectif, au final, l'or, l'argent sont des moyens, ce ne sont pas une fin en soi. Oui, le capitalisme financier privilégie le rendement et le profit rapide, accumulant toujours plus d'argent en peu de temps. Alors les gens, ils se laissent guider par l'argent. Donc il est très facile de coopter ce genre de personnes, ils se laissent guider par l'argent. Et Daniel Forcard n'a fait, n'est-ce pas, que profiter de cette avidité de tous les pouvoirs de la République, d'accord, impliqués, législatif, judiciaire, exécutif. Et le cœur même du capitalisme financier du Brésil, de la Faria Lima. Donc, il lui suffisait de monter le montage. Évidemment, on va encore voir beaucoup de choses apparaître, n'est-ce pas? La Faria Lima a collaboré, les organes de régulation et de contrôle ont collaboré à cela à un moment. La critique que j'ai faite au Sénat portait précisément sur ce point, n'est-ce pas? Nous avons un service public compétent, techniquement formé, qualifié, ayant déjà identifié cela auparavant. Et pourquoi, à un certain moment, cela n'a-t-il pas dépassé le corps technique? Parce que les postes qui dirigent réellement la CVM, la Banque centrale, sont des postes à nomination politique, n'est-ce pas? Donc tu vois que pendant la gestion de Roberto Campos Neto, il y a eu une certaine connivence pour que cette affaire continue d'avancer. Donc des preuves de cela vont encore apparaître, n'est-ce pas? Luiz Nassif a même publié un livre récemment, le cas de Banco Master, dans lequel il détaille exactement comment tout ce schéma était monté via des fonds, via l'émission de CDB, via la cooptation de politiciens, via la cooptation de techniciens non, des directeurs de la Banque centrale, dont 2 ont été écartés, tout cela simplement pour gagner de l'argent. Il a acheté tout le monde avec de l'argent, offrant des avantages indus à tous les pouvoirs de la République et à Faria Lima. Personne ne s'est douté qu'un jeune homme arrive, n'est-ce pas, avec autant d'argent, faisant toutes ses affaires, offrant 145% là-bas. La question que j'ai posée, il a répondu non, affirmant qu'il travaille toujours dans la même entreprise. La société de courtage a arrêté de négocier ses titres, mais j'ignore si c'était en 2023 ou 2024, qui doutait de tout cela. Comme les banques, les sociétés de courtage commercialisent ces titres, il serait utile d'expliquer comment cela fonctionne et pourquoi personne n'a soupçonné que les montants étaient largement au-dessus du marché. Je pense que ceux qui connaissent le marché, même un peu, se méfient. Et je dis toujours, quand c'est trop facile, Sam se méfie. Oui, comme je suis financier, je travaille sur le marché financier depuis plus de 30 ans, dans les 20 dernières années, avec des entreprises dans le secteur financier. Oui, les gens venaient me voir et disaient, ça va pas, ce type, à un moment donné, ça va mal tourner, non? D'ailleurs, quand il y a eu un problème avec Ampipar, je ne sais pas si tu te souviens, avec les COE là-bas, que le marché, Faria Lima a émis les COE d'Ampipar, des investisseurs ont perdu jusqu'à 97%, provoquant un scandale limité au secteur de l'investissement. J'ai examiné ces cas, car le COE, c'est le certificat d'opération structurée d'Ampipar. Et là, il y avait déjà des indices de toute la fraude qui a éclaté par la suite, parce que celui d'Ampipar, c'était Nelson Tanori, avec 2 fonds de Banco Master, non? Ils achetaient des actions d'Ampipar, manipulées, et 2 enquêtes à la CVM prouvaient déjà qu'ils avaient gonflé le prix de l'action d'Ampipar, parce qu'ils allaient donner... Nelson Tanori allait donner les actions d'Ampipar en garantie. Lors de l'achat d'IMAI à São Paulo, l'entreprise municipale d'eau et d'énergie,
Oui, alors il a gonflé le prix juste pour pouvoir donner, puis il a vidé la caisse d'émail, il n'a pas payé la dette, n'est-ce pas? Les créanciers de maille qui avaient le droit d'exiger le remboursement anticipé et de prendre son entreprise ont pris son entreprise et l'ont remise à Sabesp. Alors, et quand tu regardes, il y avait déjà 2 enquêtes à la CVM parlant de cette manipulation du marché pour gonfler le prix d'Ampipar avec 2 fonds de Banco Master. Donc ça existait déjà depuis un certain temps. Oui, des indices montraient que Banco Master utilisait des fonds pour frauder et manipuler le marché et le CDB semblait illégal car garanti par le fonds de garantie des dépôts. Mais les grandes banques s'en doutaient déjà parce que ceux qui financent, oui, le fonds de garantie des dépôts est principalement financé par un pourcentage payé par chaque institution, les grandes banques contribuant le plus. Donc Banco Master était, je plaisantais souvent en jargon de marché, elle utilisait le fonds de garantie des dépôts pour placer autant de CDB. Le marché le savait, n'est-ce pas? On savait que ça finirait mal. Pourquoi ont-ils laissé la situation dégénérer ainsi? C'est la grande question à laquelle nous devrons encore répondre, n'est-ce pas? Oui, c'est une question pour vous et certainement pour ceux qui nous suivent aussi, ils se posent la même question. Oui, la banque, par exemple, Banco Master, doit avoir un bilan annuel qui doit être approuvé, n'est-ce pas, et audité. Je me demande, et dans des affaires précédentes, pas si anciennes, comme Loras Americanas, qui est d'ailleurs une affaire récente, et aujourd'hui il y avait même des nouvelles à ce sujet, comment est-il possible qu'une entreprise d'audit puisse laisser passer si facilement ou approuver des bilans alors qu'ils sont très bien maquillés, pour le dire plus simplement, ou est-ce que c'est normal? C'est toujours une question d'argent, n'est-ce pas, professeur? L'argent finit par aveugler et la société d'audit a un conflit d'intérêts, non? Celui qui engage la société d'audit pour dire si tout est en ordre, c'est celui qui la paye, n'est-ce pas? Donc tous les grands scandales qu'on voit, depuis l'affaire d'Enron, de WorldCom, après la crise des subprimes, on voit qu'il y a toujours des sociétés d'audit et des agences de notation qui viennent évaluer le risque de l'entreprise. Mais d'ailleurs, dans le film, je pense que dans ce film qui a retracé la crise des subprimes, de Big Short, là-bas, on assiste aux affrontements et blocages. Michael Burry, joué par Christian Bale, se rend dans les agences de notation pour demander pourquoi elles attribuent une telle note alors qu'ils voyaient le risque élevé de l'affaire. Donc, il est en conflit d'intérêts. Le conflit d'intérêts, c'est l'argent, ils sont payés pour ça, n'est-ce pas? Donc, si tu me payes pour dire si tu présentes un risque ou non, et si tu me payes bien, je vais dire que tu ne présentes aucun risque, n'est-ce pas? Les agences de notation, les cabinets d'audit, et comme tu l'as dit, Warren Buffett, légende vivante de l'investissement, dit que la comptabilité est la langue des affaires. Il faut apprendre à lire un bilan. C'est pas difficile de regarder un bilan et de voir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tu as rappelé le cas d'Americanas. Le cas d'Americanas est un exemple classique de quelqu'un qui regarde le bilan et dit « il y a quelque chose qui cloche ». Santander, principal créancier de la banque, a ensuite vu l'un de ses dirigeants devenir président d'Americanas. La grande banque savait, mais comme elle gagnait de l'argent, ça ne posait pas de problème. Tant que la bicyclette avance, tout le monde y gagne. Le souci, c'est quand elle s'arrête. Alors, comment gagner de l'argent quand tous ceux qui nous suivent ont déjà vu les informations? Là, on parle d'actifs pourris et tout ça. Eh bien, personne ne sait vraiment quels sont ces actifs, encore moins s'ils sont vraiment pourris ou censés être de bonne qualité. C'est une supposition, évidemment. Mais oui, comment est-ce possible avec ces actifs? Je me souviens que certains mentionnaient la Banque de l'État de Santa Catarina, qui, selon moi, même en pliant le papier pour en faire un avion, ne volerait pas. Ils ne volent pas, n'est-ce pas? Tout le monde le sait. Comment as-tu pu Alors, devenir tu peux si rester pourri? comme ça, n'est-ce pas? Comment arrives-tu à transformer ces actifs, que le marché appelle des actifs pourris, en quelque chose de présentable, qui rapporte des bénéfices, etc. Et, dans un langage plus vulgaire, ça garantit que cette entreprise va utiliser cela pour augmenter ceci ou cela dans son CDB, qui est ensuite acheté. Prenons Rio Previdencia par exemple, qui en achète une quantité énorme, ainsi que d'autres caisses de retraite relevant des États ou des municipalités. C'est-à-dire, comment cela se fait-il? Je veux dire, comment un actif considéré comme pourri devient-il quelque chose de bon, devient-il quelque chose de tangible et que le marché ou les personnes qui négocient là-bas disent « Non, non, ce n'est pas pourri, c'est très bien ». Comment se fait ce passage? C'est parce qu'en réalité, la créativité humaine est limitée, surtout pour escroquer, non? Même sur le marché financier, certains instruments sont très complexes, n'est-ce pas? En rappelant encore une fois le crédit subprime, on prenait des actifs théoriquement pourris, juste pour résumer rapidement, n'est-ce pas, pour que le public comprenne, dans le crédit subprime, on vendait des biens immobiliers à des personnes qui n'avaient même pas de revenus. Souvent, elles n'avaient même pas d'emploi. Mais ils se vendaient là-bas, parce que le système le permettait, encore une fois, à cause de l'argent. La personne touchait une commission, donc elle vendait. Celui qui acceptait le contrat recevait aussi une commission, il acceptait le contrat. Et ensuite, ils emballaient tout ça, c'est le processus qu'on appelle le marché de la titrisation. On mélangeait avec de meilleurs titres et au final, ça donnait un bon titre, alors qu'il y avait un actif pourri à l'intérieur.
Tant que le système fonctionnait, l'immobilier prenait de la valeur, les loyers étaient payés. Mais à un moment, la pyramide s'effondre, la bulle éclate, non? Et alors, ces actifs pourris sont tout simplement devenus de la poussière, parce que la personne n'avait plus la capacité de payer la moitié de cela. Si elle ne louait pas le bien immobilier, parce que là, la situation s'inverse, dans le cas de la Banco Master et de ses fonds, tu as bien cité les actions de la banque Santa Catarina, mais en réalité, elles ne valent plus rien. Non seulement ils ne devraient plus exister, mais quelqu'un a eu l'idée de les déplacer ici. Sans marché secondaire, cela ne peut être évalué au prix du marché ni avoir de liquidité. Une entreprise mandatée vient estimer la valeur, mais elle est payée par ceux qui l'engagent et leur dicte le montant à annoncer. 100 000 reals pour une action comme celle-ci, alors ils fixent le prix, l'affichent et disent « Le fonds détient des actions de la banque de Santa Catarina et vaut 1 milliard de reas », alors qu'en réalité, ces papiers ne valent rien. Pourtant, quelqu'un a été payé pour fixer leur prix, accepter et les intégrer au fonds. Théoriquement, il y a certains fonds qui ont une période de confidentialité pour le gestionnaire. Il n'a pas besoin de dire quelle stratégie il utilise et alors ce truc continue, ça avance. Oui, et comme tu t'en souviens, Rio Previdencia, d'accord? Là, ça implique les politiciens. Le gouverneur reçoit quelque chose pour demander au président de Rio Previdencia d'acheter ses papiers. Le président de Rio Previdencia reçoit aussi quelque chose pour faire ça. Toujours surveiller le corps technique. Quelqu'un là-bas avait sûrement signalé que ça n'allait pas. De même, en me rappelant de la Caixa Económica, eux qui étaient dominés là-bas par ce qu'on appelait le Centrao à l'époque, elle a même été confiée à Arthur Lira, n'est-ce pas? Ils ont écarté 2 directeurs ayant refusé d'acheter les titres de la Banco Master qu'ils jugeaient mauvais. Alors, comme ils n'ont pas accepté, et techniquement ils n'ont pas accepté, ils les ont écartés. Ils ont mis d'autres personnes pour accepter. C'est, disons, un système qui implique tout le monde. Il y a toujours de la corruption au milieu, de l'argent, et tout le monde est au moins payé pour fermer les yeux. Je comptais poser une autre question, profitons de la transition. Oui, la Commission des valeurs mobilières, la CVM, aurait le rôle, je crois, de suivre ce qui se passe sur le marché. Eh bien, il semble que ce qui s'est passé concernant Banco Master, elle n'a pas fait le travail qu'elle aurait dû faire. Ou alors, en interne, là on revient à la question que vous avez soulevée, la question technique a été traitée, mais la décision politique n'a pas suivi. Il faut rappeler qu'elle est restée longtemps sans président et la nomination de l'actuel président a même été remise en question. Ces organismes techniques, alors la Banque centrale a déjà cité la gestion de Campos Neto. Il y a eu des problèmes avec certains directeurs, certains remises en question, d'autres concernés d'une façon ou d'une autre. Attendons l'évolution du processus car c'est un problème du Brésil, évitons les jugements hâtifs. Mais la CVM a-t-elle fait son travail ? Dans le cas d'Ambipar, d'après ce dont je me souviens et ce que j'ai personnellement recherché, d'ailleurs, 2 enquêtes internes au service technique affirmaient déjà que les fonds de Banco Master auraient servi à manipuler le prix des actions d'Ambipar. Le service technique a donc, en théorie, fait son travail. Celui de Banco Master est encore en cours. Ce dernier scandale de la banque fait toujours l'objet d'une enquête, mais il a sûrement dû passer par le service technique. Oui, le grand problème, c'est qu'on crée tellement d'instruments et de fonds que bien souvent, ces organismes, le corps technique, ne suffisent pas pour réussir à tout suivre à la vitesse nécessaire, n'est-ce pas? Donc, il faut... Alors, j'ai besoin de plus de personnel? Il faudrait plus de personnel à la CVM et à la Banque centrale, surtout côté technique. Les analystes se rendent sur place, examinent et recherchent les titres. Imaginons qu'ils soient entrés dans ce fonds possédant ceux de la banque Santa Catarina. Il aurait certainement identifié que c'était une fraude, n'est-ce pas? Mais est-ce qu'il y avait assez de temps, avec la quantité de travail, avec le nombre de fonds et d'instruments qu'ils doivent surveiller, est-ce qu'il y a eu le temps que cela arrive entre les mains de quelqu'un? Chaque fois que cela se produit, comme avec les 2 fonds de Bancomez, on constate que la CVM met du temps à conclure. Il manque donc du personnel technique pour analyser ces dossiers. Les négociateurs de titres perçoivent-ils une commission? Par exemple, pour expliquer à ceux qui nous suivent, il va émettre les titres de Banco Master. Ces titres doivent être vendus. Probablement, certains appartiennent à Banco Master qui les vend ou utilise des tiers. La commission, cela varie. Comment ça fonctionne? D'ailleurs, j'ai fait plusieurs critiques au début, n'est-ce pas? J'ai même été menacé de poursuite. Oui, les 2 plus grandes plateformes d'investissement du Brésil ont distribué ce titre de Banco Master. Les CDB aussi, n'est-ce pas? Oui, mais ils gagnent. Oui, ces plateformes, car Banco Master ne pouvait pas distribuer. 40 milliards de CDB. C'est une petite banque située à Villa Olympia. Oui, ils n'ont pas les moyens, alors ils utilisent la structure du marché financier, c'est-à-dire les grandes plateformes d'investissement et banques. Oui, ils le distribuent grâce à leur présence nationale au Brésil. Alors comment ça fonctionne?
Ils mettent là-bas le CDB sur une plateforme bancaire de ce type. Ensuite, la banque va là-bas et rémunère ses conseillers. Elle dit, tu distribues ça ici et tu gagnes X% pourcentage. Oui, et la grande critique que j'ai faite, c'est que la rémunération moyenne du CDB que le marché paie, c'est environ 0,5 de commission. Et Banco Master payait 4. Autrement dit, 8 fois. Donc évidemment, au bout de la chaîne, le conseiller qui vit de commission pour distribuer les actifs financiers va se dire, bon, est-ce que je vais distribuer le CDB de Bradesco pour environ 0,5 ou celui de Banco Master pour 4%. Évidemment, le modèle d'incitation le pousse à distribuer celui de Banco Master. Le fait que quelqu'un paye bien plus que le marché pour diffuser son produit était déjà un signal d'alerte. Pourquoi doit-il payer 8 fois plus pour distribuer ce même produit? Il y a un moment où tout s'effondre, n'est-ce pas? Jusqu'à 250 000 reais sont garantis par le fonds de garantie. Et nous avons eu le glorieux sénateur et du Piauí voulait le porter à 1 million, n'est-ce pas? Eh bien, on l'a même surnommé l'amendement Master et ceux qui ont suivi connaissent l'histoire. Maintenant, ce qui attire l'attention, c'est qu'à un moment, la personne ayant acheté le titre, le petit investisseur avec 100 000 reais, reçoit la rémunération promise par la banque, mais il viendra un moment où tout va s'effondrer parce qu'il arrive au moment où il n'aura plus la possibilité de récupérer son investissement. Cela se produit normalement quand? Parce que dans le cas de Banco Master, on a eu l'impression que les choses se sont passées très vite. L'année dernière, parce qu'à un certain moment, il était en train d'acheter une banque. Comme une banque, déjà, pour parler vulgairement, en faillite, il pouvait acheter la Banque régionale de Brasilia, BRB, connue pour sponsoriser le maillot de Flamengo, souvent sans que l'on sache qu'elle existe. Oui, il allait acheter la BRB. Et alors, cela devient une situation difficile à comprendre pour le public. Ils se disent, mince, il faisait toutes ces magouilles, pour utiliser une expression de la campagne présidentielle de 1989. La première utilisation politique de ce mot. Oui, comment a-t-il pu faire ça? Essayer d'acheter une banque publique. Et cette banque, je me souviens qu'une dame, je peux me tromper, mais elle a dit qu'il avait un dispositif de conformité très très efficace et qu'il donnait le bon exemple concernant l'acceptation de la proposition de Banco Master. Et nous avons vu que malheureusement, l'histoire était différente. Comment cela se fait-il? Encore une fois, c'est de la corruption, n'est-ce pas? Ça, c'est sûr, c'est de la corruption, d'autant plus que tu es l'un des premiers à le dire, parce que ce qui a été vendu au marché, c'était l'inverse. Le BRB allait racheter Banco Master pour sauver l'affaire. Il allait y injecter 16 milliards, si je ne me trompe pas. Oui, il avait déjà injecté 16 milliards en titre de Banco Master et allait l'acheter pour 2 milliards. D'ailleurs, une chronologie que je fais, c'est exactement ce que la Banque centrale avait dit à Banco Master à la dernière minute, en décembre du mois dernier, de Campus Neto. Ils avaient accordé 3 mois à Banco Master pour injecter 2 milliards en raison de problèmes de solvabilité et de liquidité. Et là, coïncidence ou non, quand le délai des 3 mois s'est terminé, la BRB est apparue en disant qu'elle allait justement injecter les 2 milliards. Sauf que ce qu'ils ont vendu au marché, c'est que la BRB était en train d'acheter Banco Master. Mais quand on regarde l'opération, c'était l'inverse. Parce que la BRB allait injecter 2 milliards de capital, mais elle n'allait acheter que 49% des actions ordinaires, ce qui donne le droit au contrôle de la banque. Et 51% des actions ordinaires allaient encore rester avec la banque, avec Daniel Alvorcaro. Qui allait donc présider. Qui allait présider, c'est-à-dire continuer à contrôler le BRB et Banco Master, n'est-ce pas? Donc, ce sont des opérations qu'ils vendent d'une certaine manière au marché. Maintenant, comment cela a-t-il été possible? Cela a impliqué la politique, n'est-ce pas? Tout comme cela a impliqué Rio Previdencia à Rio, cela a impliqué le BRB dans le district fédéral, cela a impliqué d'autres États aussi, qui sont, si je ne me trompe pas, en Amapa, il y avait aussi la caisse de prévoyance, n'est-ce pas? La caisse de retraite des fonctionnaires publics de l'Amapa. Donc, tout cela a impliqué la politique. Et il nous reste encore beaucoup à découvrir, n'est-ce pas? Parce qu'il y a encore beaucoup de choses qui vont sortir, surtout lors des petites fêtes qu'il organisait, n'est-ce pas? Qui étaient présents à ces fêtes.